La crise de la dette souveraine et la crise bancaire font l'actualité, à tel point qu'on oublie la perte de compétitivité de l'industrie française, le déficit abyssal du commerce extérieur et de la balance courante, la destruction de nos tissus industriels, la faible rentabilité de notre tissu de PME, la remontée du chômage, tous ces thèmes qui ont été évoqués dans les interventions préliminaires. Alors, l'euro reste-t-il encore le glaive et le bouclier des entreprises françaises pour faire face à la mondialisation ? Pour en parler aujourd'hui, 3 experts. Nicolas Bavret, vous êtes économiste et avocat, après une carrière dans la haute administration. Vous êtes aussi essayiste avec, entre autres, La France qui tombe, qui a été publié en 2003 et en 2009, après 2009. Jean Pisani-Ferry, vous êtes économiste, professeur associé à l'Université Paris-Dauphine, mais surtout aujourd'hui directeur de l'Institut Bruegel, un think tank européen qui est basé à Bruxelles. Christian Saint-Étienne, économiste, professeur au Conservatoire des Arts et Métiers. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels « La France est-elle en faillite ?» paru en 2008, et en 2009, un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit, « La fin de l'euro » avec une nouvelle édition en 2011. Alors, la question par laquelle je voudrais commencer, c'est l'euro est-il responsable de la dégradation du tissu productif français ? Et finalement, par rapport aux idées qu'on avait en 2000, l'euro est-il notre glaive ou notre bouclier face à la globalisation ? Peut-être pour commencer, Nicolas Bavret. Alors si c'est un glaive qui nous a coupé quelques bras parce que comme on l'a dit, l'euro n'est certainement pas le seul responsable. Il suffit de regarder la comparaison avec l'Allemagne, qui vit également avec l'euro, qui partait avec un degré de compétitivité affaibli et qui a dû gérer sa réunification en même temps. Mais il y a 2 choses qui sont très importantes. D'abord, dans la marche vers l'euro, il y a eu le moment du franc fort, qui a été un moment désastreux pour le tissu économique français. On a laminé toute une série d'entreprises, et notamment de grosses PME régionales qui manquent aujourd'hui très fortement. Surtout dans les secteurs de produits de grande consommation, dans les années 90. Oui, mais tout ce qui était industrie a énormément souffert. Et puis on a une hémorragie d'emplois également dans ce secteur-là. Et puis ensuite, l'euro est devenu un euro beaucoup trop fort, clairement surévalué. Et ça n'a pas aidé. Mais c'est vrai que, comme il a été dit par les différentes interventions, le fond de notre problème aujourd'hui, certes, il faut modifier la politique monétaire en Europe, donc il faut baisser les taux d'intérêt, il faut faire du quantitative easing, il faut faire baisser la valeur de l'euro. Mais nous ne couperons pas à faire... Donc un défaut de l'euro pour les entreprises, c'est le pilotage de la monnaie sans prendre en compte l'aspect guerre monétaire finalement. Pas seulement la guerre, mais c'est plus grave. C'est une monnaie qui a été conçue en dépit du bon sens. Je rappelle que les hypothèses, c'était, comme on l'a dit, pour faire fonctionner une zone monétaire, il faut 3 conditions. Un gouvernement économique, de la solidarité budgétaire, de la solidarité financière, de la surveillance budgétaire, et puis enfin une forte mobilité des facteurs de production, travail et capital. Bon, on n'a aucun de ces éléments-là. Les économistes l'avaient dit. On a voulu mettre ça de côté. Aujourd'hui, on est rattrapé par ces difficultés. Par ailleurs, les hypothèses Maastricht et puis Amsterdam, c'est pas de défaut possible d'un pays. Bon, sauf que la Grèce est en défaut et qu'on en a d'autres qui s'en rapprochent. Deuxièmement, pas de solidarité financière, elle est même théoriquement interdite. Pas de quantitative easing, évidemment. Et théoriquement, la convergence par des critères qui, par ailleurs, ont été foulés aux pieds par l'Allemagne et la France et qui, de toute manière, ne marchent pas. Donc, on s'est retrouvé avec cette divergence économique explosive qui a été rappelée par les uns et par les autres. Et donc, nous avons ce problème d'une monnaie unique qui est fondée sur des principes et des institutions insoutenables et inviables. Et donc, il faudra, au-delà du problème grec, au-delà du problème des banques, traiter cette question-là. Mais derrière, il y a un aspect franco-français qui est extrêmement important et qu'on a rappelé, parce que c'est qu'avec tous ces défauts-là, les Allemands ont trouvé un système qui leur permet de se développer. Je vais donner la parole à Jean Pisani-Ferry. Une monnaie conçue en dépit du bon sens et qui est en partie responsable des problèmes du tissu d'entreprise français ? Une monnaie conçue en dépit du bon sens avec un certain nombre de failles de conception, ça je crois que c'est vrai. Bon, je ne suis pas sûr que le modèle américain puisse nous servir très loin, parce qu'on ne construira jamais un budget fédéral de la même taille que le budget américain, qui de toute façon, je pense, joue un rôle moins important que ce qui a été dit. Mais avec le privilège du dollar qui permet d'accepter des déficits. Notre problème, ce n'est pas un problème de savoir si on a un déficit extérieur ou pas. Le fait que la zone euro soit proche de l'équilibre, globalement, ce n'est pas quelque chose qui doit nous préoccuper. Alors, je pense que le point c'est est-ce que
ceci est responsable des problèmes de l'économie française. Je crois que l'euro, c'est un changement des règles du jeu. Et ce qui n'a pas été suffisamment perçu en France, c'est que ce changement des règles du jeu avait des implications lourdes dans la durée. L'euro, c'est beaucoup plus facile au départ, puisqu'on n'a plus de contraintes extérieures apparemment, donc on n'a plus de contraintes de balance courante, en tout cas elles sont financées très, très facilement, et c'est l'erreur qu'ont fait un certain nombre d'économies, de croire que l'euro c'était facile, les taux d'intérêt baissent, si on fait de l'inflation, ça fait des taux d'intérêt réels encore un peu plus bas, et simplement, au bout d'un moment, on est rattrapé par ces erreurs. Et je pense que la France l'a fait aussi, dans une mesure bien moindre, évidemment, que les erreurs qui ont pu être faites en Europe du Sud, en Grèce, bien sûr, mais même au Portugal ou en Espagne. Mais elle l'a fait aussi. C'est-à-dire que les conséquences pour la politique économique, pour l'ensemble de nos instruments d'entrée dans ces nouvelles règles du jeu, n'ont pas été tirées. On a considéré que l'euro, c'était une affaire de ministre des Finances, que c'était une affaire de banquiers centraux, alors que c'est beaucoup plus profondément une affaire de l'ensemble de la politique économique et dans la manière sur quoi on structure notre compétitivité, sachant qu'on ne peut plus la rattraper ou la restructurer par des dévaluations périodiques. Mais il y a eu une sorte de préambule à l'euro. Nicolas Bavray rappelait qu'avec la politique de désinflation compétitive, et Alexandre Mélicourtois le montrait tout à l'heure, on était quasiment rentré dans l'euro 7 ou 8 ans avant. Donc en fait, la désindustrialisation de la France avait commencé bien avant, Christian Saint-Étienne. On est rentré beaucoup plus tôt, on est rentré en 87 dans l'euro. La dernière dévaluation française, c'est 87. Et l'entrée, effectivement, de la France dans l'euro, c'est la première décision, c'est quand, face au référendum de 92, on décide. Vous savez que le président Mitterrand avait convoqué un référendum en septembre 92 pour ratifier le traité de Maastricht. Et suite à ce référendum, compte tenu des doutes qui s'étaient levés pendant l'été 92, il y a eu la sortie de l'Italie et la sortie de l'Angleterre du SME. Et donc, après le référendum, il y a une attaque extrêmement violente sur la parité franco-allemande. À ce moment-là, pour des raisons liées à la politique du franc fort, on ne dévalue pas, alors qu'à ce moment-là, on aurait pu sans dommage dévaluer de 7 à 10%. Le fait de ne pas l'avoir fait à ce moment-là, ce n'est pas les 7 à 10% de non-dévaluation qui nous ont tués, c'est le fait que pendant plusieurs années, on va avoir des taux d'intérêt réels de 10 à 12%, et c'est ce qui va tuer notre tissu industriel. Il y a deux grandes vagues de désindustrialisation en France. En 92-93, on perd à peu près 1 million d'emplois industriels, 800 000 emplois industriels, et on repère 800 000 emplois industriels au début des années 2000, quand on met en place, on se retrouve avec un euro surévalué. Il y a une première période lors de la mise en place de l'euro où il baisse jusqu'en 2002, mais ensuite il remonte très violemment et c'est l'origine d'une deuxième vague de désindustrialisation. Et on est sorti de l'addiction à la dévaluation en ne dévaluant pas lors de la crise du SME en 92-93, et il s'est trouvé qu'au moment de l'établissement de la zone euro, on a eu une monnaie, on est rentré dans l'euro de façon sous-évaluée par rapport à l'Allemagne. Et on n'a pas su profiter, en fait, de cette situation. Je crois que non seulement on n'a pas profité, mais on a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que la France, une fois de plus, s'est comportée en rentière. Elle a cru que, parce qu'elle avait retrouvé des excédents commerciaux, tout allait bien. Donc, si vous voulez, il y a deux histoires qui se télescopent. La première histoire, c'est l'histoire nationale. Le point de départ des problèmes, c'est 81. Une politique où on se met complètement à l'écart du monde. 83, tournant de la rigueur. C'est d'ailleurs la première vague déjà de grande casse de l'emploi et dans les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on a le FMI aux portes. Donc François Mitterrand décide un choix fondamental qui va peser sur la suite. Premièrement, il refuse l'autre politique. Il va 83, il va décider de rester dans l'Europe, les engagements monétaires. Pour ça, il va accepter une certaine internationalisation d'une partie du tissu productif français, mais il va complètement sanctuariser le secteur public, avec deux choses, l'envolée des effectifs et l'envolée de la dette. Donc ça, au départ, c'est un choix assez intelligent, ça va permettre de sortir d'une situation très difficile, mais ensuite on va voir cette divergence explosive entre ces deux secteurs. À partir du moment où il y a la chute du mur, etc., on est rattrapé par la montée le projet de la monnaie unique. Donc, sur une France qui va de plus en plus avoir ce qu'on a dit, une partie du CAC 40, etc., qui vit dans la mondialisation, et une énorme bulle
de secteurs protégés et 6 millions d'exclus avec une contre-société qui se met en place. Donc ça, on a d'un côté cette évolution et par ailleurs les avatars de l'euro qui démarre sous-évalué, donc ça va pas trop mal, et qui ensuite a un niveau absurde. Et puis la politique de l'Allemagne qui, elle, s'est mise en tête, après sa réunification, de s'adapter au monde moderne. Donc elle s'adapte à la mondialisation, elle s'adapte au contexte de l'euro et elle réussit. Donc ce sont ces deux histoires qui se croisent et qui expliquent la difficulté aujourd'hui. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes à régler. Le problème français qui est l'effondrement de la base productive, et il est d'abord français. Et ensuite, le problème de la crise de l'euro qui a été rappelé par Christian Saint-Etienne, sachant que pour régler notre problème, tôt ou tard, on ne rembourse les dettes privées et publiques que par la production marchande, ce qu'on a complètement oublié dans notre pays. Donc, tant qu'on aura un secteur marchand qui réduit à 44% du PIB et qui va continuer à baisser, si on ne change pas radicalement la régulation économique et sociale de ce pays, eh bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution au problème du chômage, il n'y a pas de solution au problème de la dette. Alors, vous l'avez bien dit, on a deux problèmes en même temps. On a le problème d'affronter la mondialisation et on a le problème de la concurrence intra-européenne. Alors, c'est mis en place à peu près au même moment l'euro et l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2002, pratiquement au même moment, et on n'y a pas très bien fait attention. On entend aujourd'hui beaucoup remonter les thèmes, monter ou remonter les thèmes de la démondialisation. Alors, Jean Pisani-Ferry, faut-il prendre des mesures protectionnistes ? Non. Je ne pense pas que ce soit une réponse à ce qui est en train de se passer dans l'économie mondiale. Je pense qu'il faut avoir une politique commerciale. Évidemment, je pense qu'il faut, au-delà de la politique commerciale, il faut que sur les questions de concurrence, sur les questions de propriété intellectuelle, sur les questions de normes, on ait une politique vigoureuse. Effectivement que par rapport à tel ou tel concurrent, on n'accepte pas que les règles du jeu ne soient pas appliquées. Je pense que sur pourtant, les questions... les États-Unis eux-mêmes se font menaçants par rapport à la Chine ces derniers jours. Oui, non, je peux mettre parfaitement là-dedans la question monétaire. Je pense qu'effectivement, autant je ne pense pas que vis-à-vis du dollar, ce soit très facile de dire que l'euro est sous-évalué, autant vis-à-vis est surévalué, pardon, autant vis-à-vis du renminbi, je pense qu'il y a effectivement un problème de taux de change du renminbi et que l'Europe doit jouer son rôle avec les États-Unis pour obtenir une appréciation de la monnaie chinoise. Donc ça fait partie des règles du jeu, de la même manière que les questions d'environnement et les questions de carbone font partie des règles du jeu et que effectivement, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des normes globales, il faudra à un moment passer à des taxes d'égalisation aux frontières. Mais ça, c'est pas du protectionnisme. Je pense que le protectionnisme consistant à dire on se met à l'abri de ce qui se passe dans le reste du monde, à un moment où l'Europe est la zone de plutôt de dépression dans le monde et où la croissance est ailleurs, ce serait exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc, pas de démondialisation, pas de protectionnisme, mais quand même des mesures de rétorsion éventuellement contre une concurrence qui est un petit peu inégale. Christian Saint-Etienne. Oui, il y a deux sujets qu'il faut bien distinguer. Il y a le sujet effectivement de la démondialisation et le sujet de la politique européenne. Sur la démondialisation, il faut simplement rappeler quelques éléments qui montrent que ça serait une stupidité monstrueuse. 98% des outils électroniques que nous avons dans nos poches sont importés, donc démondialisation, on revient aux lettres postées avec un timbre. Plus d'offres, on n'a plus d'offres. Et on n'a plus d'offres pour s'équiper. Parallèlement, la moitié de la production industrielle française est exportée. Vous avez des secteurs dans l'aéronautique ou dans d'autres domaines qui sont encore nos points forts, où c'est 90% de la production qui est exportée. Donc, si on mettait en place la démondialisation, ceux qui présentent ça oublient toujours de dire, on a l'impression qu'ils présentent la démondialisation comme c'est la France qui prend des mesures de démondialisation, mais les autres ne bougent pas. Donc nous, on continue d'exporter, mais nous mettons des limites à l'importation. Donc c'est une conception totalement tarée. Alors, au-delà de ce problème de démondialisation, il y a la question de l'Europe elle-même. L'Europe elle-même... Mais il y a quand même des pratiques... Non, j'y viens. Donc l'Europe elle-même, structurellement, a eu une politique qui n'a pas été basée dans le commerce international sur la réciprocité réelle, à la fois vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Alors c'est plus flagrant vis-à-vis de la Chine, mais aux États-Unis, vous avez eu par exemple d'énormes restrictions à la prise de contrôle d'entreprises dans de nombreux secteurs.
Mais c'est encore plus flagrant en Chine, où il y a toute une réglementation qui fait que même dans des secteurs qui ne sont pas liés à la défense, vous devez avoir des nationaux qui contrôlent une part significative du capital des entreprises. Donc l'Europe n'a jamais construit ses politiques commerciales sur la réciprocité. Donc je pense qu'il faudrait durcir la politique de réciprocité de l'ensemble de l'Europe, ça c'est le premier point. Mais l'autre point, c'est qu'effectivement, par rapport à ce qui s'est passé depuis la mise en place de la communauté européenne puis de l'Union européenne sur le dernier demi-siècle, il y a quand même la prise en compte du réchauffement climatique. Donc je pense que ça serait quand même pas idiot d'avoir une taxe carbone européenne et d'avoir des éléments qui prennent en compte la part importée de carbone et avec une compensation qui soit mise en place. On peut même imaginer qu'il y ait une politique qui serait très mondialiste, justement, et qui pourrait aussi prendre en compte le fait que dans certains pays, il n'y a pas un tissu de protection sociale minimum. On pourrait même imaginer que dans les pays, après une étude ouverte, transparente, menée avec des organisations internationales, on pourrait imaginer que les pays développés mettent une taxe compensatrice, même partielle, et que cet argent soit redépensé dans le pays d'origine sur la protection sociale. Pas de démondialisation, pas de protectionnisme, mais quand même une série de mesures qui permettent de se protéger contre des pratiques qui ne sont pas tout à fait fair-play. Ce sont des mesures de clarification, de transparence. D'accord. Alors, Nicolas Bavray, avec la mise en place de l'euro, on pensait à l'origine, on met en place l'euro et puis on va avoir une convergence économique. Une convergence au plan macroéconomique, mais aussi une convergence au niveau de la consommation, au niveau de la production. Mais ce à quoi on a assisté en 10 ans, c'est une spécialisation sectorielle des économies nationales. Alors, quelques exemples. L'Irlande détient aujourd'hui les premiers excédents commerciaux européens par habitant, avec une pratique qui est basée sur l'implantation des multinationales en Irlande et une faible fiscalité. L'économie grecque ne repose principalement que sur 2 secteurs, le transport maritime et le tourisme, et on se demande bien comment la Grèce va pouvoir se réindustrialiser. L'Allemagne, au contraire, a renforcé sa puissance industrielle dans tous les secteurs, on l'a vu dans les biens d'équipement, mais même dans l'agroalimentaire, et la France s'est affaiblie un petit peu partout. Est-ce que cette spécialisation sectorielle dans une zone monétaire est inéluctable ? Alors, il y a non seulement eu la spécialisation sectorielle, ça, je pense que c'est normal. De toute façon, tous les pays n'ont pas la même histoire, et donc qu'il y ait des spécialisations dans une zone monétaire, ça, c'est tout à fait normal, à une condition, c'est que ça se fasse avec, on l'a rappelé, des conditions qui soient quand même à peu près équitables et que l'ensemble soit soutenable, et qu'on n'ait pas 2 modèles économiques qui divergent complètement. Donc, quand on a spécialisation sectorielle, plus ce qu'on a vu, c'est-à-dire pas de vraie mobilité du capital et du travail, pas de solidarité financière et à l'inverse, une concurrence fiscale qui se développe, là, on aboutit à des problèmes majeurs. Donc aujourd'hui, la zone euro, elle est donc en crise extrêmement violente, et pour des raisons structurelles, qui ne se tiennent pas simplement aux défauts grecs, pour les raisons qui ont été rappelées. Et donc, il faut essayer aujourd'hui de l'en sortir, comme il a été dit. On est dans une période qui est assez décisive parce que dans les semaines ou dans les mois qui viennent, ce sera effectivement soit une solution, soit une forme d'éclatement. Alors qui ne sera pas un éclatement généralisé, mais on ne va pas pouvoir continuer très longtemps avec le degré de désordre et de tension actuel. Donc si on veut aujourd'hui essayer d'en sortir, je crois que le message qu'on a clairement fait passer, c'est que il n'y a pas de, si vous voulez, TVA sociale, tous ces artifices, il n'y a pas de solution au problème de compétitivité français s'il n'y a pas un problème d'ajustement drastique avec baisse des dépenses publiques, réinvestissement, investissement productif, augmentation des marges des entreprises, innovation, baisse du coût du travail. Donc ça, c'est le côté franco-français qu'on devra faire, sinon on va à la catastrophe. Et il y a le côté européen, donc là maintenant les choses sont assez connues. On nous a dit pendant 2 ans qu'il n'y avait pas de défaut grec. Il est clair que la grecque, elle est radicalement insolvable. Il va falloir faire le défaut. On peut le faire de manière ordonnée ou de manière désordonnée. Si on fait le défaut ordonné, ça veut dire qu'il faut recapitaliser les banques. Pour recapitaliser les banques et faire tout ce qu'on a à faire en évitant une récession, il faut que la Banque centrale européenne arrête d'avoir une politique totalement en dehors de financer les banques. Pour le reste, c'est complètement à l'opposé de ce qu'il faut faire. Il faut avoir des taux d'intérêt à 0. Il faut faire du quantitative easing massif. Il faut baisser l'euro et arrêter les déclarations qui font que cette monnaie est Donc une BCE qui aurait une politique assez proche de celle de la Fed, finalement.
Oui, parce qu'elle peut. Qui La monétise la BCE dette. peut le faire aujourd'hui. Si vous voulez, c'est ça qui est complètement aberrant, c'est qu'on a une Fed qui fait une politique accommodante de manière complètement déraisonnable et qui colle de l'inflation partout dans le monde sans aucun effet sur l'activité et l'emploi. Et on a une BCE qui fait une politique déflationniste dans un continent qui est déjà en déflation. Donc, Juste une petite question, Nicolas Bavray. On accepte un petit peu d'inflation en Europe pour Bon, sortir de la dette? Ah bon, on pourrait très bien accepter un peu d'inflation. Ça, c'est pas le. D'ailleurs, le quantitative easing, c'est de l'inflation, c'est de l'inflation déguisée ou reportée. Donc, bien sûr qu'il faut, on peut tout à fait. Il faut chercher un peu d'inflation. On peut accepter un peu d'inflation, c'est pas le problème. Et derrière, il y a quand même, parce que le modèle économique. Moi, la critique de l'Allemagne, je pense qu'on peut critiquer l'Allemagne sur la manière désastreuse dont elle a géré la crise grecque. Mais le travail de fond qu'ont fait les Allemands sur la réunification, sur la remise en ordre de leurs entreprises, sur la façon de se repositionner dans la mondialisation, c'est remarquable. Et il faut arrêter de dire que les problèmes de la France sont créés par l'Allemagne. Les problèmes de la France sont créés par la France et les Français. C'est nous qui nous sommes mis dans cette situation qui devient pas très loin d'être critique. Et donc, c'est à nous de nous en sortir. Et il n'y a pas de capacité dans ce monde à vivre éternellement à crédit et par la dette. Et ça, c'est terminé. On vous a compris. Jean Pisani-Ferry. Sur la politique de la BCE, bon, je pense qu'il faut qu'elle baisse les taux, évidemment. Je pense que j'aurais des objectifs plus modestes. Il faut quoi? On baisse les taux, il faut un meilleur pilotage monétaire, faire baisser l'euro? L'euro, faire baisser l'euro par rapport au dollar, je ne pense pas qu'on arrivera à faire beaucoup baisser l'euro par rapport au dollar. Il a baissé l'euro par la crise de défiance qu'il y a vis-à-vis de la monnaie européenne. Bon, il faut éviter une surévaluation, une appréciation trop forte de l'euro. Mais alors, ce que je pense qui est important par rapport à l'ajustement interne, c'est qu'il faut que dans les années qui viennent, il y ait nettement plus d'inflation en Allemagne et en Europe du Nord qu'en Europe du Sud. Parce que le rééquilibrage, ça veut dire ça. Et ça veut dire que si on a une inflation moyenne de 2%, ça veut dire qu'on est quelque chose... C'est-à-dire les politiques de relance salariale dans les pays d'Europe du Nord? Oui, ou simplement le fait que les pays d'Europe du Nord, qui ont un taux de chômage bas, ça a été rappelé, à un moment, un taux de chômage bas, ça se traduit par des augmentations salariales, et il faut que ce soit accepté. Il faut que l'Europe du Nord accepte d'avoir quelque chose entre 2,5% et 3% d'inflation. Et que l'Europe du Sud fasse moins de bêtises dans le même temps. Elle soit nettement en dessous de 2%. Et c'est si on accepte cette divergence, à l'inverse de la divergence des 10 premières années, qu'on a les divergences dans l'autre sens, à ce moment-là, un rééquilibrage se produira. Alors ça ne suffit pas. Je suis totalement d'accord avec Nicolas Bavray sur le fait qu'il y a une série de mesures structurelles qui doivent être prises en France et ailleurs, mais la macroéconomie, c'est ça qu'elle doit donner. Et ça, ce n'est pas évident, parce que personne n'a expliqué aux Allemands que pour les années à venir, la stabilité des prix, ça voulait dire nettement plus de 2% d'inflation chez eux. Alors maintenant, sur l'aspect structurel, je pense que ce qu'on commence à comprendre, c'est qu'il va falloir, il va falloir mettre les mains dans le cambouis dans l'Europe du Sud. C'est-à-dire que ça ne se produira pas simplement par la macroéconomie et puis l'ajustement budgétaire. Et particulièrement en France, rétablissement des équilibres et politique de l'offre. Oui, mais politique de l'offre, mais par exemple, ce que je trouve intéressant, c'est que l'Allemagne est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour susciter des investissements en Grèce. Parce qu'ils voient bien que leur problème ne se résoudra pas, soit ici, ce sont des transferts budgétaires permanents ou des investissements, et qu'on a intérêt à ce que se fassent des investissements. Mais compte tenu du niveau de compétitivité de la Grèce, compte tenu de ces structures, ça ne se fera pas tout seul. C'est-à-dire que les investisseurs n'iront pas tout seuls en Grèce. Alors, Christian Saint-Etienne, pour conclure, 2 minutes pour conclure. Non mais si vous écoutez Jean Pisani, ce qu'il propose, qui fait sens, c'est une évolution différentielle des taux d'inflation entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Mais je ferai un parallèle avec ce qu'on a dit sur les banques, qui devaient avoir d'ici 2019 des taux de Tier 1 autour de 9%, 7% ou 9% selon la taille des banques, qui leur permettrait de faire face à leurs risques. Et tout à coup, on dit c'est plus de 2019, c'est 2013. La stratégie qui est évoquée ici, d'évolution différentielle des taux d'inflation, elle devrait permettre au bout de 7, 8, 10 ans de corriger les écarts de compétitivité entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Le problème, c'est qu'on ne nous laissera pas les 7 ou 8 ans d'ajustement et qu'on va nous demander un ajustement brutal instantané. Et que l'ajustement brutal instantané, il ne peut venir que soit l'Europe du Sud, comme c'est demandé aujourd'hui par les autorités européennes, adopte une politique extrêmement brutale de réduction extrêmement dure de la dépense publique, notamment dans le cas de la France,
avec une politique de productivité, des efforts massifs de recherche et d'innovation dans le tissu des PME, la mise en place de fonds régionaux d'investissement pour booster les fonds propres des entreprises. Au fond, reconstruire le tissu productif qu'on a laissé se casser en 20 ans, il faudrait le faire en 2-3 ans. Donc il y a une sorte d'impossibilité technique et même humaine à le réaliser. C'est pour cela qu'on peut craindre des ruptures significatives dans la zone euro, à moins qu'on adopte une autre possibilité. Je voudrais, dans les 20 secondes qui me restent, l'évoquer tout de même. C'est celle d'une fédéralisation partielle de la zone. Quand vous regardez la zone euro, si vous regardez les 9 pays d'Europe de l'Ouest de la zone euro, c'est-à-dire Allemagne, Autriche, les 3 pays du Benelux, et puis France, Italie, Espagne, Portugal, ces 9 pays, si vous les fédéralisez partiellement, représentent instantanément... Fédéraliser pour faire un grand fonds d'investissement dans les pays d'Europe du Sud, par exemple? Non, mais si vous les fédéralisez au sens où vous mettez en place un budget fédéral entre eux, qui peut être au départ 1 ou 2 points de PIB, simplement, que vous mettez sur les infrastructures et que vous mettez sur l'innovation et la recherche-développement. Si vous fédéralisez cette zone, elle a collectivement une balance courante fortement excédentaire. Si vous créez des programmes de reconstruction de l'appareil de production à l'intérieur de cette enveloppe de fédéralisation, vous vous donnez le temps pour réussir, mais surtout vous créez instantanément la 2e puissance du monde, la première puissance industrielle du monde, et vous modifiez les équilibres géostratégiques mondiaux. Donc simplement ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la possibilité d'une fédéralisation partielle de la zone est totalement hors des radars, mais elle existe. Nous avons une mine d'or sous le pied, et la question, c'est qui va donner le premier coup de pioche. Juste en un mot, pour conclure totalement, Nicolas Bavret, fédéralisation, vous y croyez? La fédéralisation, la difficulté, c'est que les économistes disent exactement ce que vient de dire Christian Saint-Etienne, et que politiquement, aujourd'hui, les opinions publiques européennes, ça a été rappelé par Jean Pisani, elles vont exactement à l'opposé, puisque c'est quand même une Europe qui est en même temps ravagée par le populisme et par aujourd'hui des mouvements qui vont justement contre ce fédéralisme. Donc c'est ce que devrait faire aujourd'hui la politique, c'est d'essayer de combler cet écart, au lieu de jouer sur toutes les passions collectives et démagogues, type démondialisation ou autre. Faire de la pédagogie. Ça, faire de la politique. La politique, c'est la manière d'expliquer et de rendre possible les choses qu'on croit être nécessaires. Et la deuxième chose, je reviens pour notre pays, c'est que, mais y compris c'est pas le fédéralisme européen qui va régler les problèmes de la France par ailleurs. Ça va régler les problèmes de l'euro. Le problème français, il restera. Et il faut être clair, le seul mot d'ordre des années qui viennent, c'est travail, investissement, production. Et la production, c'est vrai dans le secteur public comme dans le secteur privé, parce qu'on peut avoir des grands médecins, des grands professeurs, etc. Ceux-là, ils peuvent produire, y compris pour soigner des gens qui viennent de l'étranger chez nous. Donc, travail, investissement, production, innovation. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Nicolas Bavret, Jean Pisani-Ferry et Christian Saint-Etienne, merci.